Bonjour et bienvenue dans l'émission Université. Vous êtes avec Marinette, on est ensemble pendant 1 heure. Pendant cette émission Université, c'est des tickets sport, loisirs, culture dont nous allons parler. Pour cela, nous serons avec Aline Chassagne, qui est adjointe à la culture. Je crois que j'oublie des parties de son mandat. Et puis, nous serons également avec l'association Passe-Muraille et puis le club de karaté PK Yugo. Pour l'instant, nous sommes avec Aline Chassagne. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes adjointe à la culture et... Au patrimoine historique, aux équipements culturels, au musée. Ah oui, quand même. Merci d'être dans nos locaux pour aujourd'hui. Donc, pour nous parler du ticket sport, loisirs, culture, c'est comme ça qu'il s'intitule. Hein. Oui, en fait, il existe différents tickets, loisirs, vacances. Au départ, la ville de Besançon a fait le choix en 2009 de permettre à des familles les plus défavorisées de pouvoir partir en vacances, en tout cas d'encourager les familles à permettre à leurs enfants d'avoir des séjours en colo, d'aller dans des familles. Donc on a développé depuis 2009 7 tickets que je peux énumérer rapidement. Bien sûr, oui. Donc on a le séjour colo qui s'adresse à des enfants de 0 à 18 ans en centre ou en camp de vacances. Le soutien sur des séjours dans une famille. Le soutien aussi au niveau de séjours familiaux. Des soutiens dans des accueils de loisirs, donc dans des structures qui sont agréées pour accueillir des enfants. Il y a aussi un soutien pour les jeunes, donc un peu plus âgés cette fois, de 17 à 25 ans, voire 28 ans, qui veulent accéder au métier de l'animation et passer le BAFA ou le BAFD, c'est-à-dire pouvoir être animateur ou directeur de colo. Et plus récemment, on a développé des tickets sport et tickets culture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la ville de Besançon apporte un soutien financier. Et ce soutien financier permet de réduire le ticket, en tout cas l'adhésion annuelle, pour des enfants qui choisiraient une activité sportive ou culturelle. Donc ça regroupe tous ces domaines en fait. Alors quand vous parlez par exemple du BAFA, BAFD, est-ce que ça signifie que maintenant si quelqu'un souhaite se former au BAFA pour avoir une aide au financement, il peut passer uniquement par ce biais-là à la ville ou est-ce que c'est un biais parmi tant d'autres proposés par la ville et d'autres associations et structures ? Alors, il est certainement possible d'avoir d'autres soutiens dans le cadre des formations et d'aide à la professionnalisation. Ce que la ville propose au niveau de son service vie associative, c'est d'apporter un soutien en fonction des revenus, en fonction des revenus de la famille. Tout ça est calculé par rapport à un outil qui utilise la CAF sur le quotient familial. Donc les plus défavorisés ont une aide un peu plus importante et les foyers qui ont un peu plus de revenus ont moins de soutien et le seuil est placé à 1 000 € au niveau du quotient familial. D'accord. Donc on le voit sur les tickets sport et les tickets culture, il y a une aide qui est assez importante pour les plus défavorisés. Si par exemple vous souhaitez demain inscrire votre enfant à un instrument de musique, au piano par exemple, dans une maison de quartier ou dans une association qui est en lien avec la ville de Besançon, si vous avez des revenus très, très bas, vous allez avoir un reste à charge, c'est-à-dire la partie qui restera à payer peut être d'environ 50 €, alors que, on le sait, les cours individuels sont particulièrement chers et coûtent plus de 400 € pour... pour des cours à l'année. Donc c'est vraiment un soutien qui doit permettre aux plus défavorisés d'accéder à la culture et aussi en même temps qu'on a lancé ce dispositif culture là très récemment c'est la première année qu'il est mis en place à Besançon. On veut aussi soutenir les associations culturelles. On sait que la crise a fait quand même beaucoup de mal, qu'il y a des gens qui ne sont pas revenus dans les associations, dans leur quartier. Et on se dit que dans ce climat économique très dur pour des familles qui ont une perte de pouvoir d'achat et des associations qui ont une perte d'adhérents, ce ticket peut vraiment apporter à la fois aux familles et aux assos. Comment est venue l'idée à un moment donné de la part de la ville de mettre en place le ticket également pour la culture ça part d'où en fait l'idée ? Alors c'est un prolongement assez évident par rapport au sport. C'est vrai que le sport et la culture, ça va quand même bien ensemble. Et d'ailleurs,
c'est très lié. Et on s'est dit qu'on avait déjà développé pas mal les parcours culturels dans les écoles, en primaire. On l'a développé aussi de manière plus récente en maternelle. Et après, pour les familles qui avaient des revenus très bas et qui les enfants pouvaient découvrir des instruments ou les arts plastiques ou le cirque, on le verra tout à l'heure, ou encore la danse. Et du coup, si les familles ne pouvaient pas financièrement après inscrire leurs enfants au niveau des associations ou maisons de quartier pour ces activités-là, si vous voulez, c'était un peu vraiment gênant d'un point de vue symbolique et dans l'accès à la culture pour tous. Donc ça permet d'ajouter un dispositif de lutte contre les inégalités et ça permet de compléter ce qui existe déjà. C'est-à-dire, par exemple, votre enfant, il est en maternelle ou en primaire, il découvre le flamenco parce qu'il y a un parcours sur le flamenco et il va se dire, tiens, j'ai envie de faire ça toute l'année, de m'inscrire dans un groupe, d'être dans un lieu du quartier pour le faire ou dans un autre quartier de la ville. Et bien voilà, là, cette fois, c'est un peu plus possible dans le sens où il y a un réel soutien économique. Et on sait que d'un point de vue économique, ce sont aussi des barrières majeures pour les plus démunis dans notre ville comme dans notre société. Est-ce que de la part de la ville, est-ce qu'il y a aussi un lien qui est fait avec l'école ? Est-ce que, c'est-à-dire que vous parliez par exemple du parcours flamenco, est-ce que la ville volontairement va initier des choses culturelles dans les écoles, enfin des actions culturelles, pardon, ou bien est-ce que ça relève vraiment que de l'éducation nationale ? Non, alors c'est un partenariat qui existe depuis un peu plus récemment, depuis 2014. La ville est très engagée dans les parcours culturels avec l'inspection de l'académie. Donc il y a une personne qui est référente sur les parcours, qui travaille de manière très très proche avec les services culturels de la ville. Et il y a de plus en plus une concertation aussi avec les enseignants qui font des retours sur les parcours et qui font aussi des propositions, s'ils en ont. Donc on est vraiment dans un triangle de réflexion et d'intelligence collective, j'espère, avec à la fois, même c'est plus qu'un triangle, on les tire encore, puisqu'il y a la ville, il y a l'inspection d'académie, il y a les enseignants, il y a les assos, bien sûr, qui font aussi leur retour, et de plus en plus, on souhaite intégrer les parents. Les parents, eh oui. Ok. Non, vous vouliez poursuivre Juste pour faire un appel à toutes ces familles qui souhaiteraient rejoindre des activités artistiques, c'est encore possible. Au niveau de la ville, on peut encore faire des inscriptions jusqu'à mi-novembre. Donc vous avez encore quasiment un mois pour le faire. C'est vraiment intéressant. Donc je vous encourage à vous rapprocher des services de la ville. Et à ce jour, on a 118 enfants qui sont inscrits à ce dispositif culture. Donc on est heureux que ces enfants puissent découvrir de la musique, du cirque, des arts plastiques, de la danse. Alors il y a beaucoup d'enfants pour l'instant qui sont orientés sur la musique. Voilà, côté peut-être très universel de la musique, mais bon... Le cirque aussi. Et peut-être aussi qu'avant, c'était effectivement pas possible pour eux parce que effectivement, les tarifs étaient tellement élevés au niveau cours individuel que du coup, là, ils sont peut-être dit effectivement que c'était l'occasion d'essayer. Certainement. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la barrière économique peut être levée grâce à ce dispositif. Donc, voilà, on espère qu'il y aura un très bel accueil et que ça va se poursuivre dans ce travail avec les assos qu'on veut soutenir aussi pour qu'ils retrouvent plus d'adhérents. Pour qu'aussi les associations de quartier puissent permettre aux jeunes du quartier qui sont vraiment juste à côté géographiquement d'accéder à ces activités artistiques s'ils en ont envie et que l'argent ne soit pas un frein. Voilà, c'est un vrai dispositif de lutte contre les inégalités d'accès à la culture. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite, juste après Joe le Taxi de Julie Chan. À tout de suite. Vous êtes dans l'émission Université et puis Justine Garzito est avec nous de l'association Passe-Muraille. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes toujours avec Aline Chassagne, bien sûr, adjointe à la culture. Alors moi, je vais m'arrêter là parce que le titre est trop long. Je le noterai la prochaine fois. Donc, du coup, ce qui est intéressant sur votre présence mutuelle, c'est que du coup, il y a aussi une possibilité d'aborder un sujet qui est du coup intéressant, comme vous l'avez déjà abordé juste avant. C'est ce que ça va apporter aux associations et puis aux adhérents pour l'association Passe-Muraille. Ce ticket loisir, vous pensez, va amener quoi pour votre association, pour vos adhérents ? Est-ce que ça
permettra d'augmenter votre nombre d'adhérents. Enfin, comment est-ce que vous voyez un petit peu les choses ? Alors j'espère surtout qu'on va diversifier les publics. Parce qu'à l'heure actuelle, on est principalement implanté dans le quartier Battant et puis dans le quartier Palan-Torchant. Et on ne touche pratiquement en termes d'adhésion annuelle que des personnes qui viennent du centre-ville, des personnes plutôt aisées. Parce que les tarifs font qu'effectivement, on ne touche que ce genre de personnes. On peut difficilement les baisser, nous. Donc le fait qu'il y ait cette aide-là va peut-être permettre à des familles du quartier, des quartiers dans lesquels on est implanté, de se payer les cours chez nous, effectivement. Ok. Et du coup, pour adhérer, par exemple, à l'association Passe-Muraille, hormis le ticket culture, est-ce qu'il y a d'autres aides ou pas ? D'autres aides possibles ou c'est en fait, il n'y a que le ticket loisir qui peut permettre de payer l'adhésion moins cher, en fait ? Parce qu'on n'est pas, on dépend du ministère de la Culture, donc on n'est pas éligible au passe-sport. Donc le passe-sport... D'accord. On a essayé, étant donné qu'entre le cirque et... Oui. Voilà, on pourrait entendre que c'est du sport, mais non, ça ne marche pas. Et puis, quelque part, le ticket culture est plus avantageux. Le passe-sport, c'est 50 €. Le ticket culture, on a eu des aides jusqu'à 279 € pour un cours. D'accord. Donc, effectivement, c'est très, très avantageux. Nous, la façon dont ça s'est passé cette année... On a reçu notre convention un peu tardivement, donc au moment des inscriptions, on n'a pas pu le lancer tout de suite. On le fait rétroactivement maintenant. Toutes les personnes qui ont adhéré à l'association, on leur a renvoyé donc, toutes les informations pour qu'elles puissent faire ce ticket culture. On a déjà eu 4 personnes qui l'ont fait, donc c'est pas beaucoup. On va relancer. On sait qu'on a encore un petit mois devant nous. Oui, je pense que... Effectivement, ça va être une grande aide pour les familles parce que ça permet aussi aux familles qui sont déjà inscrites de proposer peut-être une autre activité à l'enfant. Voilà, de diversifier. Je vous propose aussi qu'on fasse une parenthèse. On a abordé tout à l'heure les différents tickets qui étaient possibles. Et il y a le ticket vacances. Et puis, vous aviez mentionné un autre nom, vacances. Et je ne sais plus. En fait, il y en a plusieurs. Il y a le séjour colo, ouais. Il y a le séjour dans une famille, il y a les séjours familiaux et les accueils de loisirs. Ça veut dire que la ville peut accompagner, aider les familles les plus défavorisées pour que les enfants partent en vacances. Par exemple, c'est le séjour colo, c'est celui-là dont vous vouliez me parler peut-être. Et ce ticket-là, il est destiné aux enfants participant à une colonie ou à un camp de vacances en période de vacances scolaires. Donc il y a une limite de 28 jours par an. Mais c'est pareil, c'est très intéressant d'un point de vue aussi économique parce que les plus défavorisés pourront avoir un soutien de 7 € par jour sur 10 € par exemple. Donc ce qui fait que la famille, il lui reste 3-4 € à payer. Après, il y a bien sûr, on regarde les ressources, donc tout le monde n'a pas les mêmes ressources. On a proposé 5 nuances. Donc ça va d'un quotient familial inférieur à 450 jusqu'au seuil dont je parlais tout à l'heure pour le quotient familial 5, 1 000 € maximum. Ok. Donc à chaque fois, bien sûr, les plus défavorisés ont une aide plus importante. Sur les séjours colo, 7 € par jour par enfant. Et les moins défavorisés, 2 € par jour par enfant. Ça peut aussi être intéressant sur des familles qui ont des ressources assez modestes et qui ont plusieurs enfants. Parce que ça aussi, ça rentre dans le calcul du quotient familial. Et ça leur permet aussi de permettre à leurs différents enfants d'avoir des activités, que ce soit de vacances, de loisirs ou de culture. Ok, donc c'est aussi une possibilité. Sur la culture, c'est vrai que si on se dit que on a 2-3 enfants et qu'ils veulent tous aller à Passe-Muraille, il y a un budget assez important à anticiper. Donc là, on sait qu'avec, si ce sont des familles très défavorisées pour leurs enfants, donc qui seraient en maternelle ou primaire, il peut y avoir une aide maximum de 400 €. Donc ce qui n'est pas négligeable quand l'adhésion est à 450-500 €. Et pour des familles qui ont des revenus modestes, mais qui s'inscrivent dans le quotient familial 5, c'est 100 € maximum. Mais là encore, quand il y a plusieurs enfants, et vu le contexte économique, la baisse du pouvoir d'achat, c'est quand même pas négligeable de pouvoir redonner cette somme aux familles pour d'autres nécessités. Pourquoi cette volonté de la part de la ville aussi que le ticket, sport, loisirs, culture, soit pour les maternelles et primaires
et pas pour les collégiens, lycéens. Pourquoi ce choix ? En fait, il fallait un cadre et comme je vous le disais tout à l'heure, ça s'inscrit dans la continuité des parcours culturels que nous avons développés dans les écoles maternelles et primaires. Et ensuite, on voit qu'il y a d'autres dispositifs culture qui sont intégrés au niveau collège et lycée parce qu'ils dépendent aussi d'autres collectivités. Donc nous, nos compétences au niveau de la ville, on est vraiment sur les écoles, l'accès à la culture par rapport aux écoles dont on a la compétence nous semblait pertinent. Voilà, et on travaille aussi avec la cité éducative, donc on essaye vraiment de faire ce lien, comme ça a été rappelé à l'instant, entre les quartiers, le lien social, le fait de pouvoir proposer aux gamins du quartier de franchir la porte, d'avoir envie d'aller découvrir le lieu, d'aller découvrir une activité, et puis aussi permettre aux associations de diversifier leur public, comme ça a été justement rappelé. D'accord. L'association Passe Muraille, est-ce que vous pouvez nous expliquer, du coup, qu'est-ce que vous proposez ? Donc, du cirque, on a compris. Du cirque aussi, pour ceux qui connaissent l'association, parce que en fait, ça fait des années que vous êtes implanté sur Besançon. Ça fait combien d'années, d'ailleurs ? Alors, en fait, l'association, elle est née en 2000, mais c'est une association héritière du Cirque Plume, en fait. Donc, l'histoire, elle est bien plus vieille que ça. Quand le Cirque Plume a décidé de se concentrer sur les créations, et les tournées de spectacles, la partie école du Cirque Plume a muté. Voilà. Et donc, Passe Muraille a été montée il y a donc 22 ans par d'anciens professeurs de l'école du Cirque Plume et des anciens parents d'élèves aussi, voilà, puisqu'on est une association, donc notre CA, c'est des parents d'élèves. Et on est devenu une école, voilà. On occupe encore dans le quartier battant la salle historique du Cirque Plume. Et donc, ce qu'on proposait, et ce qu'on propose toujours d'ailleurs, donc dans la partie école, c'est vraiment des cours hebdomadaires, des stages. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des années, effectivement, on s'est diversifié. On a beaucoup d'actions culturelles. On fait partie aussi du programme de réussite éducative. On fait les parcours culturels avec les enfants. On a un projet de quartier sur le quartier Palentorchamps. Donc on travaille avec beaucoup d'écoles du quartier, mais aussi d'ailleurs dans toute la région. Et puis, au fur et à mesure des années, on a aussi une autre partie qui concerne peut-être un peu moins le ticket culture, mais on a lancé 2 formations professionnelles. Il y en a une qui a 14 ans, qui est unique en France. On ouvre en fait notre école pendant 4 mois à des adultes, sans limite maximale d'âge et sans nécessité de prérequis techniques. Donc les personnes n'ont pas besoin de savoir faire du cirque pour venir se former. Elles font du cirque de façon intensive pendant 4 mois. Il y a 2 sessions par an, ils sont 12 personnes et ils viennent avec un projet personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un diplôme à la fin. Le but, c'est de les orienter, eux. Ils viennent avec un projet de vie et le cirque doit s'inscrire dans ce projet de vie et ils viennent acquérir les compétences pour ce projet de vie. Voilà, donc ça, c'est la plus ancienne. Et puis, on a aussi un BPGEPS qui est né l'année dernière. Alors, un BPGEPS, c'est un brevet technicien en animateur du cirque parce qu'on a une grande pénurie de pédagogues dans le cirque. On a beaucoup de circassiens, mais des gens qui savent enseigner et qui savent travailler peut-être justement avec des personnes en situation de handicap ou avec des personnes âgées, etc. C'est beaucoup plus difficile à trouver, donc il faut les former. Donc on s'est lancé là-dedans. Voilà. Waouh, tout ça. Voilà. Effectivement, c'est plein de surprises. Je vous propose qu'on rentre un petit peu dans les détails de ce que le cirque apporte à chacun. Juste après un petit morceau, hein, on se retrouve juste après du coup c'est Yolande Alanis Morissette. Vous êtes dans l'émission Université. Juste avant d'aborder les bienfaits du cirque chez chacun de nous d'ailleurs, hein, en chacun de nous, Aline Chassagne, on va juste peut-être repréciser la manière dont il faut s'y prendre pour avoir le ticket loisir. En fait, est-ce qu'on va directement contacter l'association ? Est-ce qu'il y a un lien en ligne sur Internet ? Comment est-ce qu'on fait ? Oui, en fait, il y a plusieurs façons. Donc, le plus simple, c'est peut-être de voir directement avec l'association qui vous intéresse, qui va être informée de l'existence de cette possibilité de ticket culture. Mais si, par contre, vous avez un domaine en tête et que vous ne connaissez pas forcément d'association, vous pouvez passer par le service des associations de la ville de Besançon. Donc, vous trouverez des informations sur le site de la ville et vous avez jusqu'à mi-novembre donc, pour nous contacter ou contacter l'association
qui vous intéresse. Donc le 15 novembre, c'est la date limite finale où on ne peut plus bénéficier du ticket loisir, c'est ça, hein? Oui, parce que l'idée, c'était vraiment que l'enfant puisse s'inscrire sur une année, être dans un groupe ou dans une structure sur un temps un petit peu long. Hein, c'est ça la philosophie aussi de ce ticket culture, c'est d'être dans un espace autre, de découvrir une activité, d'avoir d'autres liens sociaux. Et puis, ça s'adresse, je le redis, hein, aux enfants de maternelle et de primaire. Donc venez, il est encore temps, avant mi-novembre, on vous répondra avec plaisir. Merci beaucoup, Aline Chassagne. Du coup, on vous dit au revoir et à bientôt. Et puis, on va poursuivre l'émission du coup avec Justine de l'association Passe-Muraille. Le cirque, en fait, quand vous l'enseignez ou quand vous le pratiquez vous-même, est-ce que vous le pratiquez, vous ? Non. Ok. Donc, du coup, quand il est enseigné dans l'association, est-ce que, qu'est-ce que ça peut apporter ? Ou bien qu'est-ce qu'on peut avoir comme problématique ? Et puis quand on fait du cirque, ce type de problématique s'arrange. Voilà, qu'est-ce que ça apporte en fait le cirque ? Alors de façon générale, le cirque, comme tous les domaines culturels ou sportifs, peuvent apporter des choses très génériques qu'on retrouve dans tous les domaines, comme le dépassement de soi, le travail de groupe, l'envie d'être ensemble, de créer des choses. Oui. Ça, c'est commun à toutes nos disciplines. Après, dans le cirque, ce qui est un peu plus spécifique, on va dire, c'est que c'est multidisciplinaire en soi. D'accord. C'est-à-dire qu'il existe du cirque équestre, il existe le travail avec les animaux. Chez nous, on fait toutes les disciplines de cirque. Alors, pour le coup, le cirque équestre, on le laisse à Pagnotto sur Besançon. On va travailler du jonglage, de l'acrobatie, des aériens. On travaille toutes les disciplines, ce qui fait qu'une personne qui va être un peu moins douée ou qui aime un peu moins une discipline va pouvoir s'épanouir dans une autre. Donc en fait, déjà, c'est une ouverture générale qui est forte, et on peut travailler avec des gens qui ne sont pas du tout de notre discipline, donc il y a des complémentarités qui existent. Et puis après, nous, ce qu'on voit et ce qu'on travaille plus justement dans le cadre de nos actions culturelles, c'est qu'on s'adapte au public et à la problématique du public. C'est-à-dire que quand on vient nous voir en nous disant, là on est sur des élèves décrocheurs, il faut qu'on les motive, on a un lien avec l'école, il faut qu'on les motive à rester à l'école, qu'est-ce qu'on fait en cirque, etc. Alors là, il y a des difficultés de concentration, et bien justement, c'est une mise en action, une mise en mouvement qui est très très différente de celle de l'école. Et en fait, ça va être des profils différents de l'école. C'est des enfants qui vont se révéler, des enfants ou des ados qui vont se révéler beaucoup plus attentifs ou beaucoup plus forts parce qu'ils ne vont pas être du tout dans la même action. Voilà, ça c'est un exemple. On va avoir, sur le secteur de la petite enfance, on va développer les questions de psychomotricité. Voilà. Ça, c'est en fonction du public, on adapte. Par exemple, on a un contrat de ville, on travaille sur le quartier Palentorchamps. On sait qu'une des problématiques du quartier Palentorchamps, c'est l'égalité homme-femme. Voilà. Dans le cirque, peu importe si on est un garçon ou une fille, en fait, on se touche, on se porte, on s'entraide, on crée ensemble. Et toutes ces barrières-là, les questions ne se posent pas. Et on voit des petits garçons et des petites filles qui, au début, commencent en disant non, moi, je ne vais pas faire des portées avec elle parce que, quand même, c'est une fille, je ne vais pas la porter. Et bien, en fait, si, tu vas la porter. Et puis, en plus, ça se trouve, elle est plus costaud que toi et c'est elle qui va te porter. Voilà. Et donc, toutes ces questions-là et ces barrières-là, on les travaille en fond. Le cirque, à ce moment-là, devient un outil, en fait, pour travailler une diversité de problématiques incroyables. À chaque fois qu'on est contacté par un instituteur, un institut médical, etc. En fait, on a un coordinateur pédagogique qui s'appelle Ludovic Gotigno, qui travaille avec eux en amont sur les problématiques. Et en fait, il adapte ses cours de cirque pour pouvoir aborder ces thématiques et se servir du cirque comme un outil. Vous racontiez aussi que l'association est née en fait de la présence du cirque plume. Du coup, vous faites du cirque plume aussi. Enfin, comment est-ce qu'on différencie cirque et cirque plume ? Ou est-ce que c'est une discipline du cirque ou... Non, en fait, le cirque plume, ça a été un moment dans l'histoire de faire des choses un peu moins cabaret, plus poétique, moins un enchaînement de numéros, peut-être un propos poétique général. Et il y a un passage d'un spectacle du cirque plume qui est très drôle, qui montre très bien en fait la différence entre leur cirque à eux
Et l'ancien cirque, on était presque un peu tout le temps dans la performance. Jongler avec plus de balles, jongler avec du plus de feu, massues, essayer de faire toujours plus. Ouais. Et il y a un numéro où la personne dit moi je joue à 15 balles, je jongle à 15 balles ou à 15 massues, je ne sais plus si c'était des balles ou des massues, peu importe. Et en fait, elle jongle avec une et elle se la fait passer au fur et à mesure. D'accord. Et au final, elle en a 15 puisqu'elle est passée 15 fois dans ses mains. Voilà. Et en fait, c'est un nouveau regard, moins performatif, plus poétique, qui aussi donne un peu plus d'accessibilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'être un extrêmement bon technicien pour faire des choses belles et pour raconter des choses chouettes. Et je pense que c'est ça, le côté plume. Et c'est ce qui se retrouve aussi dans notre pédagogie à Passe-Muraille. Le mot qu'on met sur cette pédagogie pour la qualifier, c'est bienveillante, parce qu'en fait, le but, c'est pas de pousser à la performance. On a des élèves qui sortent et qui intègrent des grandes écoles de cirque, etc. Mais c'est pas le but. Le but, c'est effectivement tout ce qu'on a dit au début, se dépasser, faire groupe avec les copains, rencontrer des gens, créer des spectacles, se mettre dans son coin si on a envie aussi par moment, parce qu'on n'est pas obligé de toujours tout faire ensemble, c'est trouver sa place en fait dans un groupe. Voilà. Waouh. Ça, c'est scotchant. Est-ce que vous faites des... Alors, vous disiez tout à l'heure que vous proposez aussi des spectacles, enfin des tournées, du coup. Donc, c'est des tournées qui sont réalisées par les jeunes ou aussi par les adultes? Alors, la partie, on va dire, spectacle, résidence artistique, etc., c'est une partie qui se développe un petit peu depuis quelques années. Bon, avec le Covid, ça a été relativement freiné, mais on reprend. Oui. Alors, on fait des résidences d'artistes. On accueille essentiellement des artistes byzantins parce qu'on a très peu d'espace de logement et de travail. Donc, c'est plutôt quand nos salles sont libres qu'on les accueille, notre salle ou notre chapiteau, en fonction. Après, on organise effectivement des résidences d'artistes, des choses comme ça, mais là, ça va plutôt être sur local, voilà, dans nos locaux où on va trouver... peut-être un jour, ça se fera chez Pagnozzo, peut-être un jour, ça se fera... chez les amis d'Havane qui font du cirque social. Voilà. Bref, on peut tout imaginer. Et la tournée dont on parlait tout à l'heure en off, c'était un projet un peu exceptionnel qu'on va essayer de refaire, mais tous les 2 ans, parce que c'est un projet qui est très lourd à porter pour l'association. Mais en fait, c'est le groupe des ados de Passe-Muraille qui sont inscrits en cours hebdomadaire depuis plusieurs années. Il y en a qu'on a depuis leurs 2 ans, depuis le cours parents-enfants, voilà, qui ont fait du cirque donc toute leur enfance, adolescence, et qui arrêtent parce que après, quand ils ont 18 ans, ils partent en études, etc. Et là, il y avait un groupe qui était quand même très soudé, qui se connaissait depuis des années et qui avait créé un spectacle. Et on trouvait ça dommage que ça s'arrête juste sur la scène ouverte de fin d'année. Donc, ils ont monté leur spectacle. Ils l'ont peaufiné pour que ce soit vraiment pas que pour les parents, mais pour que du public un petit peu plus exigeant y adhère. Okay. Et on est parti sur les routes du Jura. Voilà, on a fait 5 dates de suite, un peu en mode colonie de vacances tournée au mois de juillet. C'était une super expérience pour eux parce que c'était aussi une autre approche du cirque. C'est-à-dire que là, ils se sont mis un peu dans la peau des artistes. On fait pas juste son spectacle et on s'en va. Le matin, on arrive, on monte, on mange au catering, on répète, on fait le spectacle et après, c'est pas fini, il faut démonter, on dort tous ensemble et on repart sur les routes le lendemain et on recommence. Qu'est-ce que ça a révélé chez ces jeunes de vivre cette expérience ? Alors, déjà, c'était un groupe très soudé. Ils sont encore plus soudés. Okay, voilà. Okay. Même ceux qui sont partis en études supérieures, je pense, vont revenir voir les spectacles des plus jeunes, etc. Donc ça, je pense que c'est l'aventure humaine de la tournée qui c'est indescriptible, mais tous ceux qui ont vécu ne serait-ce qu'une semaine en colonie de vacances savent de quoi on parle. Voilà. Donc, okay. Ça, c'est... Voilà. Et puis, pour certains... qui se destinent à un avenir artistique, prendre une petite conscience des réalités du terrain. Des difficultés. Ouais. De monter, démonter tous les jours. Et puis de peut-être pas toujours être dans des conditions optimales aussi pour dormir, manger, etc. Exactement. Alors, pas à la maison chez papa, très maman. bien accueillis partout où on est allé. Ça, on va Tant remercier mieux. toutes les communes du Jura qui nous ont accueillis. Mais effectivement, ouais, ça leur a donné une autre vision. Alors, ils connaissaient les cours de cirque.
pour beaucoup, on les a déjà emmenés à des spectacles où leurs parents les ont emmenés à des spectacles. Ils voyaient aussi régulièrement des spectacles que nous, on proposait sous le chapiteau. Et là, c'est encore une troisième approche du cirque. En fait, l'objet de Passe-Muraille, à la base, c'est du cirque pour tous, sous toutes ses formes. Et là, quelque part, sous toutes ses formes, on a pu donner une petite clé en plus. Ouais, ça a vraiment pris son sens. Hein. Ouais. Et du coup, pour leur spectacle, c'était du cirque ou du cirque plume? C'était plus du cirque plume, pour le coup? Oui. Ouais. Alors, le cirque plume, c'est le cirque plume. Ils ont leurs pattes, ils ont un directeur artistique qui gère les choses et qui a sa patte à lui. Le cirque plume, c'était le cirque plume, et voilà, on ne volera aucune identité artistique, non, bien sûr. évidemment. Mais par contre, oui, il y avait des choses très poétiques. Et en fait, c'était un spectacle autour de... Il y avait un fil rouge de Alice au Pays des Merveilles, en fait, où il faisait venir un peu des personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Il y avait des grands moments de collectif qui n'étaient pas des moments techniques, mais qui étaient des moments de rencontres humaines sur plateau. Donc, effectivement, je pense que là-dessus, on hérite un petit peu quand même. Ok. Du coup, on va revenir à l'inscription, les horaires aussi. Donc, si un enfant... Alors, il y a aussi les parents-enfants. Ça, Paris, je ne connaissais pas. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer rapidement, les cours parents-enfants, c'est pour quel âge et sur quel horaire et quel jour déjà? Oui. Ouais. Alors, le cours parents-enfants, c'est le samedi matin, pour que le parent puisse participer. Ok. C'est un peu plus simple pour la plupart des parents. J'ai plus l'horaire exact, mais c'est le samedi matin en tout cas. Oui, Ok. ça doit être 8h45 pendant 1 heure. Voilà. D'accord. Donc Et le ensuite... but, là, c'est... Ah oui, pardon, Ouais, allez-y. Le but du parent-enfant, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les plus petits, c'est vraiment un éveil psychomoteur. Hein. On va pas les faire jongler à 10 balles non plus. Mais, 15 peut-être. 15 peut-être. Mais l'idée, c'est d'avoir des moments privilégiés aussi entre parents et enfants. Et puis de commencer à se détacher, parce que s'il y a des autres, il y a un groupe. Et l'année d'après, il n'y a plus les parents en cours. Donc, c'est commencer à avoir la logique de groupe tout en restant avec papa-maman. Donc, on est sur une petite phase un peu clé. C'est jusqu'à quel âge? C'est 2-3 ans. D'accord. Voilà. Et puis, donc là, pour l'année, les inscriptions générales sont closes. Par contre, on fait des stages à toutes les vacances scolaires pour découvrir ce format-là. Voilà. Okay. Donc là, pour le mois de octobre-novembre, là, les vacances qui arrivent, il reste des places. Ok. Et puis ensuite, pour donc les un peu plus grands, à partir de 4 ans, du coup, quels sont les horaires et les jours auxquels les enfants peuvent venir Alors, c'est le mercredi. Ok. Donc, les tout petits, ils ont le mercredi matin et les plus grands, ils ont le mercredi après-midi. Et en fonction de leur âge, ils vont être plutôt dans la salle historique du Cirque Plume, qui est une salle adaptée pour les plus petits. Voilà. Et puis, plus on grandit, plus on prend de la hauteur et plus on a besoin d'une hauteur de chapiteau. Et là, on arrive au chapiteau et c'est un peu comme le Saint Graal, quoi. On est vraiment au cirque quand on est au chapiteau. On est un vrai grand au cirque. Ouais. Quoi. Le chapiteau, il est situé où? Il est situé 2 rue du Barlot. C'est dans le quartier Palentorchamp, donc au niveau à côté du stade de foot. Exactement. Ok. De tous les stades qu'il y a là-haut. Ben, c'est super. Et puis, si on veut des infos, il y a un numéro de téléphone? Oui. Oui. Alors, vous pouvez téléphoner au 06 22 77 16 81. Ok. C'est le secrétariat. Et puis sinon, on a notre site internet, passe-muraille.org, où il y a aussi toutes les infos et toutes les modalités d'inscription. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci. On va écouter maintenant Don 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 Dégueulé Cherry. Ce sera suivi de Pour de vrai par Vianney avant de retrouver Ali Hugo pour le club PKA Hugo, le karaté.